Dans cet épisode, nous allons voir maintenant comment faire des calculs avec le déterminant. Alors, en dimension 2, si on se rappelle du dernier épisode sur le produit scalaire, nous avions remarqué en fait que le déterminant était défini par cette formule-là. Alors c'était une démonstration qui requérait en fait l'usage du déterminant, l'usage du produit scalaire. Et fondamentalement, on n'a pas vraiment besoin du produit scalaire, on peut faire autrement, on peut avoir cette formule qui provient de la géométrie euclidienne directement. Donc ce que nous allons faire, c'est démontrer cette formule. Et pour ça, j'aurai besoin des axes. Voilà. Alors, on va faire une autre démonstration que celle qu'on avait vue, qui était vectorielle. On va faire une démonstration avec la géométrie euclidienne. En premier lieu, donc on va considérer un parallélogramme. Et sur ce parallélogramme, on va en fait le compléter pour le mettre dans un grand rectangle. Un grand rectangle qui contient tout le parallélogramme et qui a la même diagonale que le parallélogramme. Donc ce grand rectangle-là. Ce grand rectangle, il se décompose en plusieurs morceaux. Il y a le parallélogramme ici au milieu. Il y a aussi là un triangle qui est égal à celui-ci aussi. Ce sont des triangles qui ont les mêmes longueurs de côté, triangle rectangle avec les mêmes longueurs de côté. Ici, ces deux triangles aussi sont égaux. Et il y a encore ces deux rectangles-là. Donc pour déterminer l'aire du parallélogramme, on va simplement prendre l'aire du grand rectangle, soustraire ces deux triangles et ces deux petits rectangles-là. Ça nous fait ceci, l'aire du grand rectangle c'est AC, si on a le vecteur AB puis là le vecteur CD, AC, C c'est ça, donc AC fois B plus D, A plus C fois B plus D, c'est l'aire du grand rectangle. Le triangle qui est ici c'est 1 demi AB, mais il y a deux fois, donc 2 fois 1 demi AB. Ce triangle c'est 1 demi CD, mais il y a deux fois, donc 2 fois 1 demi CD. Et ce rectangle-là, il est d'aire BC, mais il est le même que celui-ci, donc moins 2BC. Au final, donc A plus C fois B plus D, moins 2 demi AB, moins 2 demi CD, moins 2BC. Ce qui nous fait AB plus AD, plus CB plus CD, moins AB moins CD. Donc il ne nous reste plus que AD plus BC, et encore moins 2BC, et ça devient AD moins BC. Donc, algébriquement, je veux dire, par la géométrie euclidienne, et avec un petit peu de manipulation algébrique, on trouve le bon résultat. Une autre démonstration qu'on peut trouver chez Mathologer, si jamais, il a fait une vidéo sur cette démonstration, elle est très jolie aussi, elle est un peu plus directe quant à la notion de pourquoi AD, pourquoi BC. Alors, si on prend ici ces deux rectangles là, ce rectangle rose et ce rectangle violet ici, donc on s'aperçoit, ça c'est le rectangle AD, ça c'est le rectangle BC. Et ce qu'on veut montrer donc, c'est que l'aire du parallélogramme est égale à la différence des aires de ces deux rectangles là. Alors le rectangle AD, en fait on peut le décomposer en trois morceaux. Une partie qui ne recouvre pas le parallélogramme et qui est un triangle rectangle, une partie du parallélogramme recouverte et une partie qui ne recouvre pas le parallélogramme et qui est un triangle rectangle aussi. Donc maintenant, ça nous donne une décomposition comme ça. Ce triangle, on va pouvoir le transporter ici. Celui-ci, on va pouvoir le transporter ici. Et ce qui se produit, c'est la chose suivante. En déplaçant ce triangle et ce triangle, cette fois-ci tout le parallélogramme est recouvert, mais il y a quelques défauts. Alors le premier défaut, c'est par exemple que cette partie du triangle bleu là ne recouvre pas le parallélogramme. Cette partie serait à supprimer. Cette partie du triangle vert aussi ne recouvre pas le parallélogramme, elle est à supprimer. On a compté trop. Donc dans AD, dans l'aire de départ, ces deux parties sont en trop. Et la partie du parallélogramme qui est recouverte ici, elle l'est en fait deux fois.
il est recouvert par les deux triangles, donc on a compté 2 fois trop cette partie, donc ça c'est aussi à supprimer. Mais au final, donc ça c'est en trop, ça c'est en trop et ça c'est en trop, mais tout ça, bah, ça forme le rectangle CB. Donc en gros, l'aire du rectangle l'aire du rectangle AD, l'aire du rectangle AD est égale à l'aire du parallélogramme, sauf qu'il faut soustraire cette partie, ce rectangle-là, qui n'a rien à faire là, qui ne recouvre pas vraiment le parallélogramme, ou qui le recouvre trop. Donc, c'est AD moins BC. Maintenant, si l'orientation change, regardons bien, si l'orientation change, en fait, les rôles des deux rectangles est changé. Donc AD moins BC, ça nous donne moins l'aire du parallélogramme, mais comme il est d'orientation négative, c'est bien le déterminant. Maintenant, continuons. Maintenant, je vais pouvoir supprimer les axes. On va revenir. Voilà. Donc maintenant, en dimension 3, donc on sait calculer en dimension 2, je garde la formule en haut. En dimension 3, pour calculer un déterminant, on peut procéder de la façon suivante. Alors, on sait que le déterminant est multilinéaire. Donc ici, il y a 3 vecteurs. Et comme il est multilinéaire, ici, on s'aperçoit que ce vecteur, c'est A fois 1, 0, 0, plus D fois 0, 1, 0, plus G fois 0, 0, 1. Donc en se servant de la multilinéarité, on va pouvoir sortir ces coefficients-là, ces composantes-là du vecteur, et se retrouver donc avec ces déterminants un peu plus simples. Ensuite, si on regarde bien maintenant, tout ce qui est à côté ici ne nous importe pas, c'est-à-dire B et C ici ne sont pas importants, puisque à ce vecteur je peux soustraire B fois celui-là, à ce vecteur je peux soustraire C fois celui-ci, donc c'est comme si on avait des zéros, il ne se passe rien, on peut supprimer donc B et C dans ce déterminant-là. Même chose pour E et F ici, on peut supprimer E et F, et même chose pour H et I, on supprime H et I. Donc voilà déjà un petit peu mieux. Maintenant, on a un petit problème, c'est que le 1 qui est là, dans la première colonne, bouge sans arrêt, il bouge entre les 3 déterminants, on aimerait bien se ramener à quelque chose qui soit équivalent. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, par exemple, c'est échanger ces deux lignes. On verra plus tard qu'on a le droit de le faire. Donc échangeons ces deux lignes. Ce qui va se produire, c'est un changement de signe. Et si j'essaye d'échanger ces deux lignes, de mettre cette ligne ici, je fais un échange ici, puis un second échange. Donc il y a 2 changements de signe, ce qui veut dire plus. Donc finalement, on se retrouve avec ceci. A fois ce déterminant, moins D fois ce déterminant, plus G fois ce déterminant-là. Donc, plus, moins, plus, et puis si on continuait, en fait, on verra, ce serait moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, etc. Maintenant, ici, on se retrouve, concentrons-nous sur celui-ci, ils sont tous pareils, donc on va se concentrer sur un seul d'entre eux. Ici, on a une famille de 3 vecteurs. Le premier vecteur est un vecteur de base, disons que c'est B1, premier vecteur de base. Les 2 autres vecteurs ici sont uniquement des combinaisons linéaires de B2 et B3. Donc pour calculer l'hypervolume avec l'orientation, en fait, il suffit, lui, il ne joue aucun rôle, en fait, il suffit de considérer ceci. C'est comme si ici on avait un parallélogramme en dimension 2 dans le plan OYZ, et que en direction OX, on prend simplement une épaisseur de 1 au-dessus de ce parallélogramme. Donc l'aire, c'est donné par l'aire du... le volume ici est donné par l'aire de ce parallélogramme fois 1. Même chose ici, même chose ici. Donc en fait, c'est donné par 1 fois le déterminant. 1 fois le déterminant, 1 fois le déterminant. Voilà, donc on a ramené en fait notre calcul d'un déterminant de taille 3 en dimension 3 au calcul de 3 déterminants de taille 2.
des sous-déterminants. Donc si on réécrit la chose, voilà, je fais un peu de place. Alors, le truc pour calculer, c'est de faire A fois, et on biffe la colonne et la ligne, et il nous reste ce déterminant EFHI, moins, un changement de signe, D, on biffe la ligne et la colonne, BCHI, plus G, on biffe la ligne et la colonne, G fois BC et F. Voilà, on a ramené donc notre calcul d'un déterminant de taille 3 à des déterminants de taille 2. On peut généraliser ceci à n'importe quelle dimension, hein, tout le raisonnement se tient. On peut même aussi le faire pas seulement sur la première colonne, mais sur la deuxième, la troisième, etc., sur n'importe laquelle. Bien sûr, à ceci près que si on développe par rapport à la deuxième, pour se ramener au cas précédent, il faut faire un échange. Donc tous les signes sont alternés ici. Donc ça forme un damier de signes, comme ceci, qu'on peut continuer, qui nous indique, si on développe par rapport à une colonne, quels sont les signes à appliquer ici, quels sont les changements de signes à appliquer. De plus, on va voir dans un instant qu'on peut aussi développer par rapport à une ligne. Donc on peut faire le calcul par rapport à la première colonne, on pourrait le faire par rapport à la deuxième ligne, ce serait possible. Donc ces déterminants, hein, en fait, on s'aperçoit qu'ils ne dépendent pas vraiment de savoir si ce sont des vecteurs ou pas, mais simplement d'un tableau de nombres, un tableau de nombres carré. Alors les tableaux de nombres s'appellent des matrices en général. Le déterminant donc d'une matrice carrée, donc d'un tableau qui a une ligne et une colonne, on s'aperçoit en fait de la chose suivante. C'est un polynôme homogène de degré n. Bon, alors regardons plus simplement, hein, on va revoir ici. En fait, A se retrouve, si on développe ça, si on continue à développer, on obtient des monômes, donc une somme, un polynôme qui a beaucoup de variables, hein, qui a 9 variables en fait. Et dans chaque monôme, chaque variable est au plus de degré 1, mais il y en a 3 différentes. Il y a 3 variables différentes dans chaque monôme. Et en fait, dans un monôme, il y a toujours une variable qui provient d'une et une seule ligne. Donc pour chaque ligne, il y a une variable, pour chaque colonne, il y a une variable, donc chaque monôme contient un et un seul coefficient qui provient de chaque ligne et chaque colonne. Pour chaque ligne et chaque colonne. Et puis le signe, lui, il est déterminé par ça. Hein. Les changements de signe sont déterminés par ces choses-là. Mais en fait, là-dedans, si on réfléchit, les rôles des lignes et des colonnes sont totalement symétriques. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc on peut tout ce qu'on fait sur le déterminant, on peut tout aussi bien le faire sur les lignes que sur les colonnes. En fait, si on faisait une symétrie ici par cette diagonale-là, donc si on échange les rôles des lignes et des colonnes, on obtient le même déterminant. Donc cette formule, elle fonctionne en n'importe quelle dimension, il n'y a pas de problème, mais on a en dimension 3 une méthode qui est peut-être un peu plus simple que le développement, mais elle ne marche que en dimension 3, c'est la règle de Sarus. Alors, le déterminant en fait contient, c'est une somme de monômes avec des signes, et chaque monôme contient une variable, une seule variable par ligne et colonne. Donc, par exemple, si on considère AEI, là, celui-ci c'est un monôme, il y en aura un autre qui contient A, c'est AFH. Mais AFH doit être compté, lui, négativement, parce qu'on va dans le sens contraire ici. Donc, si on développe, hein, si vous développez, ça fait AEI moins AFH. Donc, AEI moins AFH, mais le AFH, on peut l'obtenir en faisant la chose suivante, c'est en disant, je complète mon tableau ici par des copies de la première et la deuxième colonne. Je les réécris à côté. Et on a AEI moins AFH, BFG moins BDI, CDH moins CEG. Voilà, donc toutes les diagonales qui vont dans le sens usuel, dans le sens de la diagonale principale, ont un signe positif, et tous les produits qui proviennent de diagonales qui vont dans l'autre sens auront un signe négatif.
Donc cette règle de Sarus, elle fonctionne, mais elle ne fonctionne que pour les tableaux de dimension 3. Elle généralise ce qui se passe en dimension 2, mais ça ne marche qu'en dimension 3 parce que on n'a juste pas la place en fait de faire plus compliqué. En dimension 3, c'est pas possible de faire plus compliqué, on est obligé en fait de suivre quelque chose qui ressemble à des diagonales généralisées. Donc on a maintenant une méthode en dimension 2, une méthode pour toutes les dimensions quelconques. Alors en dimension 3, un petit truc. En fait, ces méthodes vont très bien. On a une procédure récursive ici pour calculer le déterminant en dimension quelconque. Alors par exemple, pour une matrice en dimension 4, il faudrait calculer 4 déterminants de dimension 3, et chacun de ces déterminants de dimension 3 demande 2 déterminants de dimension 2, etc. Donc c'est faisable, mais il y a un problème. C'est que si on estime le nombre de calculs, ça fait quelque chose de l'ordre 1,5 fois 2n-1 factoriel. Alors je sais, ça c'est à préciser, ça c'est une estimation à la louche, mais c'est de l'ordre n factoriel, il y a des factoriels dedans, et les factoriels c'est terrible. C'est terrible, rien que pour une matrice de dimension 2, ça fait quelque chose de facile comme 3 calculs, une 2 multiplication et une addition, enfin une soustraction. Pour une matrice de dimension 3, on commence déjà à souffrir un petit peu, ça fait 60 calculs. Pour une matrice de dimension 4, on fait plus de 2000 calculs, donc c'est vraiment pas une très bonne idée de passer par là. Alors il y a une solution, c'est d'utiliser la méthode du pivot de Gauss, la même méthode que celle que l'on utilise parfois pour résoudre les systèmes d'équations. Donc la partie qu'on va utiliser, c'est simplement l'échelonnement, donc c'est même pas toute la méthode, mais juste une partie. Alors, ça se base sur les constats suivants. D'abord, le déterminant ne change pas si à une colonne on ajoute un multiple d'une autre colonne. Ça, je pense qu'on l'a répété un assez grand nombre de fois. Comme les colonnes et les lignes ne jouent aucun rôle, peuvent échanger leur rôle, ça marche aussi pour les lignes. À une ligne, on peut ajouter un multiple d'une autre ligne. Le déterminant, lui, par contre, il change de signe lorsqu'on échange de colonne. Et de même, lorsqu'on va échanger de ligne, il changera de signe. Et puis, le déterminant est multiplié par lambda lorsqu'une colonne est multipliée par lambda ou lorsqu'une ligne est multipliée par lambda. Ça, c'est la multilinéarité qui est utilisée. À partir de là, on constate encore une autre chose, c'est que si vous avez une matrice triangulaire, ici c'est spécifiquement une matrice triangulaire supérieure, en dessous de la diagonale principale, il n'y a que des zéros. Alors dans ce cas-là, le déterminant c'est juste le produit des éléments dans la diagonale, le produit des éléments diagonaux. Donc là ce serait A fois E fois I, etc. Alors pourquoi? Parce que simplement le B, imaginons un instant qu'il y ait un de ces éléments diagonaux qui est nul, à ce moment-là on a un déterminant nul. Il n'y a rien à faire, c'est nul, c'est contenu dans quelque chose de plus petit, c'est écrasé. Et puis s'ils sont tous non nuls, alors les termes qui sont là à droite de la diagonale, on s'en moque. Ils peuvent tous être éliminés par manipulation sur les colonnes. On soustrait ce qu'il faut de la première colonne à la deuxième pour tuer le B, ensuite le C, ensuite le F, etc. etc. Donc en fait c'est comme si on avait une matrice diagonale. Et pour une matrice diagonale, on peut sortir A, E, I, les mettre en évidence, et on obtient A fois E fois I, etc., fois une matrice qui représente un déterminant, qui est le déterminant d'un hypercube d'arête 1 positivement orienté, donc 1. Donc en gros, on ne va pas faire tous ces calculs, et on se rappelle juste que lorsque la matrice est triangulaire, on n'a qu'à faire le produit des éléments dans la diagonale pour trouver le déterminant. Voilà. Et maintenant, avec la méthode du pivot de Gauss, qui est acceptable avec ça, on va essayer d'obtenir une matrice triangulaire avec les opérations suivantes. On sera d'accord d'échanger des lignes ou des colonnes. À ce moment-là, le signe va changer, donc il faudra faire attention à ça. Deuxième propriété, à une colonne, on peut ajouter un multiple d'une autre colonne. Ça, on sait faire. Et à une ligne, on peut ajouter un multiple d'une autre ligne.
En faisant ça, en faisant ces opérations sur les matrices, on finit par arriver à une matrice triangulaire. Et à ce moment-là, le déterminant, c'est juste le produit des éléments diagonaux. Et ça, au pire, ça prend n cube calcul, de l'ordre de n cube. Si on fait le compte de combien de calculs ça fait, il y a n-1 fois n sur 2 objets à rendre nul. Pour chacun d'entre eux, il y a n addition et multiplication. Et puis, on va le faire à chaque fois. Puis, au pire, ici, ensuite, il faut échanger les lignes, par exemple. On peut rajouter un n pour échanger les lignes. Et au final, c'est de l'ordre de n cube. C'est ce qui compte, c'est à peu près n cube. Ce qui est bien meilleur qu'une factorielle. Une puissance 3, c'est rien comparé à une factorielle. Dans des cas numériques, il y a des méthodes pour améliorer ça. Il y a des méthodes numériques qui font un peu mieux. Et puis, dans un cas un peu particulier qui est un peu du calcul littéral, il s'agit du polynôme caractéristique. Alors, on n'a pas défini le polynôme caractéristique, ça se voit en algèbre linéaire, mais il y a des méthodes pour faire. Alors, j'ai estimé à la louche, faudra vérifier, mais c'est au pire n puissance 5 calcul. Donc, il y a des méthodes qui sont bien meilleures que celle-ci, que de développer par rapport à une ligne et une colonne. Développer par rapport à une ligne ou une colonne, c'est bien pour des petits déterminants. Pour les grands déterminants, c'est un peu difficile. Il faut utiliser d'autres méthodes, comme le pivot de Gauss. Et dans le cas où on a un peu de calcul littéral à faire, il y a des méthodes qui font un peu mieux. Alors, terminons par un exemple. Voici un déterminant de taille 4 à calculer, donc 4 vecteurs en dimension 4. Je vais écrire leurs composantes comme ceci dans un tableau. On prend le déterminant. Et on va essayer donc de rendre toute la partie inférieure ici, toute cette partie-là, on va essayer de la rendre nulle. Alors on aimerait faire disparaître ce 2, disparaître ce moins 1 et disparaître ce 1. Par contre là, le 1, on est très content avec lui, donc celle-ci, la ligne 1, on ne va pas la changer. La ligne 2, nota bene, j'agis sur les lignes ici, je pourrais agir sur les colonnes, ça ne change rien. Je préfère agir sur les lignes parce qu'on a plus l'habitude d'agir sur les lignes avec la résolution de système. Pour la résolution de système, on utilise la méthode sur les lignes, et c'est quelque chose de tellement courant que pour finir, on la privilégie toujours. Mais c'est juste une question d'habitude. Donc la première ligne, on la conserve. À la deuxième ligne, on soustrait 2 fois la ligne 1. À la ligne 3, on va ajouter la ligne 1. Et à la ligne 4, on va soustraire la ligne 1. Donc on fait ces opérations-là. Et ça nous donne ce déterminant-là qui a beaucoup plus de 0. 2 moins 2, ça fait 0. 4 moins 2 fois 2, ça fait 0. 0 moins 2 fois moins 1, ça va faire 2. 3 moins 2 fois 1, ça fait 1. Ça, c'est la première ligne. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 4 plus moins 1, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. 0, 1, 3, 4. 1 moins 1, 0. 5 moins 2, 3. 1 moins 1, 2. 2 moins 1, 1. 0, 3, 2. Maintenant, on peut partir d'ici, et ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir un 1 ici, ou au moins un nombre non nul. Alors on a un problème, il va falloir échanger les deux lignes. Bon, alors on le fait, on échange les deux lignes, la ligne 1 et la ligne 4 sont préservées, mais la ligne 2 devient la ligne 3, et la ligne 3 devient la ligne 2. Ça provoque un changement de signe dans le déterminant, il faut faire très attention à ne pas oublier ça, extrêmement important. Et on se trouve là maintenant avec quelque chose d'un peu plus simple. Alors il suffit maintenant d'éliminer ce 3, c'est ce qu'on aimerait. Donc à la quatrième ligne, on va soustraire 3 fois la première, 3 fois la deuxième, pardon. Les autres sont inchangés. Et ça nous donne, donc le signe moins est resté, ça nous donne ici, regardons pour la quatrième ligne, 3 moins 3 fois 1, ça fait 0. 2 moins 3 fois 3, moins 7. 1 moins 3 fois 4, moins 12, moins 11. Donc on obtient ceci. Maintenant on pourrait continuer, on pourrait sortir le signe moins, là qui se cache, pour compenser celui-ci. On pourrait continuer à échelonner, mais il y a un truc tout simple. Ici donc, on a un vecteur, tout ça ne compte pas, tout ça peut être 0, tout ce qui est pas ici, on peut l'éliminer.
et on obtient donc des vecteurs qui sont les vecteurs de base, et là, un parallélogramme en dimension 2, donc il faut calculer le déterminant de cette chose-là, et le déterminant sera moins 1 fois 1 fois le déterminant de ça. Mais le déterminant de ça, on n'a pas besoin d'échelonner ou de réduire pour le calculer, hein, c'est 2 fois moins 11 moins 7 fois 1, moins 7 fois 1. D'où cette formule-là, hein, donc directement on calcule le déterminant, on n'échelonne pas, parce que pour les déterminants 2 fois 2, c'est extrêmement facile. Hein. Donc ici, ça nous fait moins 1 fois 1, fois, ouvrez la parenthèse, 2 fois moins 11, moins 1 fois moins 7. Et au final, ça nous donne 15. Voilà. Voilà un exemple de calcul de déterminant. Vous voyez, c'est pas très long par cette méthode. Ce serait beaucoup plus long avec les autres, avec le développement par rapport à une ligne ou une colonne. À vue de nez, on préférait développer par rapport à cette colonne, par exemple. Il y a déjà un 0. Et puis, on peut toujours, bien sûr, mélanger les différentes méthodes pour faire ces calculs. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.